Ma belle-mère, pourriez-vous vous occuper de la vaisselle pendant que nous servons le digestif? Maman est fatiguée du voyage. Ce n'était qu'une phrase, prononcée avec un sourire sarcastique sur les lèvres d'Isabelle, ma belle-fille. Mais ce fut suffisant. C'était comme si un voile était tombé de mes yeux. La façon dont elle servait un autre verre du meilleur vin à sa mère, alors qu'elle ne m'avait même pas offert une tasse de café. La manière dont Thomas, mon propre fils, gardait les yeux baissés, feignant de n'avoir rien entendu. Le rire poli des Dubois, qui me regardaient comme si j'étais un meuble. À ce moment, j'ai compris avec une clarté cristalline, je n'étais pas une matriarche respectée, ni une mère aimée, ni même une invitée. J'étais une employée non rémunérée. Une présence pratique quand il y avait du travail à faire, invisible quand il s'agissait de profiter des moments de plaisir. Je suis Marguerite Fournier. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville près de Bordeaux, où le respect des aînés est aussi traditionnel que les vignobles qui couvrent nos collines. Quand mon fils Thomas a déménagé à Paris après son mariage avec Isabelle, une Parisienne de famille influente, je n'ai pas hésité à l'accompagner. Après tout, qu'est-ce qu'une mère sinon quelqu'un qui sacrifie tout pour le bien-être de ses enfants? Pour les Parisiens, je n'étais qu'une provinciale, quelqu'un avec un accent amusant et des coutumes démodées. Pour Thomas, j'étais la mère qui avait toujours été présente. Pour Isabelle, je découvrirai plus tard, je n'étais qu'une femme de ménage pratique, sans salaire et sans congé. Ce soir d'avril, le ciel de Paris était particulièrement étoilé. Thomas et Isabelle offraient un dîner pour célébrer sa promotion dans l'entreprise de technologie où il travaillait. Les parents d'Isabelle, les Dubois, étaient venus spécialement de Lyon pour l'occasion. Notre petit appartement dans le 18e arrondissement était impeccable, j'avais passé toute la journée à nettoyer, cuisiner et tout arranger. Je me souviens de l'agitation de ce matin-là. Je me suis réveillée à 5 heures, avant même le lever du soleil, pour commencer à préparer la pâte du pain de campagne que Thomas appréciait tant. Pendant que la pâte reposait, j'ai lavé les vitres des fenêtres, aspiré les tapis, poli l'argenterie que j'avais apportée de Bordeaux, héritage de ma grand-mère, l'une des rares choses matérielles que je valorisais. À 9 heures, Thomas est parti au travail avec un baiser rapide sur mon front, ne remarquant guère les cernes profondes sous mes yeux. Isabelle est sortie 1 heure plus tard, pour son cours de yoga suivi d'un déjeuner avec des amis, laissant une liste de petites suggestions pour le dîner. Le menu que j'avais préparé était typiquement français, foie gras en entrée, coq au vin en plat principal et une tarte tatin en dessert. Tout fait avec amour, suivant des recettes que ma propre mère m'avait enseignées. La table était dressée avec la porcelaine qui avait été mon cadeau de mariage et que j'avais apporté de Bordeaux. À cette heure précise, les Dubois sont arrivés. Monsieur Dubois, un banquier à la retraite avec une moustache parfaite et des manières aristocratiques, apportait une bouteille de Château Margaux pour l'occasion spéciale, a-t-il dit, la remettant directement à Thomas, comme si j'étais invisible. Madame Dubois, élégante dans sa robe Chanel, m'a salué avec un sourire poli mais distant, ses yeux scrutant déjà l'appartement, cherchant des défauts. Que c'est charmant, a-t-elle dit, d'un ton qui suggérait exactement le contraire. Si, provincial. Ça me rappelle les vacances d'été dans la maison de ma grand-mère. Pendant le dîner, Monsieur et Madame Dubois parlaient sans cesse de leur voyage, de leurs investissements, de leur nouvel appartement avec vue sur le Rhône. Isabelle et Thomas souriaient et acquiesçaient, tandis que je servais les plats et débarrassais les assiettes utilisées, une danse silencieuse autour de la table. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a remarqué que j'avais à peine touché à ma nourriture. J'étais un fantôme dans ma propre maison. Ou plutôt, dans leur maison comme Isabelle s'efforçait de me le rappeler subtilement à chaque occasion. Ne pensez-vous pas que cette chaise irait mieux dans la chambre d'amis, Marguerite ? Disait-elle, en référence au fauteuil de lecture que j'avais apporté de la maison où j'avais élevé Thomas. Ce genre de mobilier ne correspond pas à l'esthétique que nous essayons de créer dans le salon. Ce fauteuil était celui où j'avais l'habitude de m'asseoir pour lire des histoires à Thomas quand il était petit. Où je m'asseyais pour tricoter en hiver, tandis que mon mari, Pierre, lisait le journal à côté de moi. Mais bien sûr, elle ne savait pas cela. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en moquait.
Pour Isabelle, je n'avais pas d'histoire avant de devenir la mère de Thomas, ou plutôt, la belle-mère pratique qui pourrait s'occuper de la maison pendant qu'elle construisait sa carrière dans une galerie d'art moderne. Après le dessert, alors que nous servions le café, Isabelle m'a regardé avec ce regard que je connaissais bien, un regard qui disait que j'avais une autre tâche à accomplir. Ma belle-mère, pourriez-vous vous occuper de la vaisselle pendant que nous servons le digestif? Maman est fatiguée du voyage. Sans dire un mot, je me suis levée et j'ai commencé à rassembler les assiettes. Personne ne m'a aidé. Personne ne s'est proposé. Dans la cuisine, j'entendais leurs voix animées discutant de politique, de voyage et des dernières expositions au Louvre. Madame Dubois racontait sa récente visite en Provence, tandis qu'Isabelle servait plus de vin. Soudain, les mains plongées dans l'eau savonneuse, j'ai eu une épiphanie. Une question simple, mais dévastatrice, pourquoi étais-je là? Qu'est-ce qui me liait à ce cycle sans fin de servilité et d'irrespect? Pendant quelques minutes, je suis restée paralysée, l'eau tiède coulant entre mes doigts ridés. J'ai pensé à Pierre, mon mari, décédé il y a 7 ans. Comment aurait-il réagi en voyant sa femme traitée comme une servante? Pierre avait toujours été un homme gentil, mais ferme dans ses convictions. Une famille est comme un petit pays, Marguerite disait-il souvent. Chaque membre a ses droits et sa dignité. Ne laisse jamais personne te manquer de respect, pas même notre fils. Dans la salle à manger, quelqu'un a raconté une blague. Des rires ont résonné, y compris celui de Thomas. Mon fils, que j'avais élevé pour être respectueux et gentil, maintenant confortablement assis tandis que sa mère lavait la vaisselle d'un dîner qu'elle avait elle-même préparé. Et puis, sans planifier, sans avertissement, j'ai pris une décision. J'ai laissé la vaisselle dans l'évier, certaines assiettes encore sales. J'ai retiré mon tablier, je l'ai accroché au crochet de la cuisine. J'ai pris mon sac qui était dans la petite chambre que j'occupais au bout du couloir. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement que j'avais aidé à entretenir, mais qui n'avait jamais vraiment été mon foyer. Et je suis sorti par la porte de derrière. L'air nocturne de Paris m'a accueilli comme un vieil ami tandis que je marchais dans les rues étroites de Montmartre. La tour Eiffel brillait au loin, indifférente au petit drame qui venait de se dérouler dans un appartement du 18e arrondissement. Je n'avais pas de destination en tête. J'avais juste besoin de m'éloigner, de respirer, de réfléchir. Mes pas résonnaient sur les trottoirs presque vides. Je suis passé devant des cafés encore ouverts, les lumières jaunes se déversant par les fenêtres, illuminant des couples et des amis en conversation animée. Une musique douce s'échappait des portes entr'ouvertes, se mêlant au murmure lointain de la circulation et au rire occasionnel d'un passant. Paris la nuit a sa propre symphonie, un rythme différent de la frénésie diurne. Sans m'en rendre compte, j'avais marché jusqu'au boulevard de Clichy. Les lumières néons du Moulin Rouge brillaient au loin, contrastant avec le ciel sombre. Je me suis souvenu de l'époque où Pierre et moi étions venus à Paris pour notre lune de miel, il y a plus de 40 ans. Jeunes, amoureux, pleins de projets pour l'avenir. Nous avions assisté à un spectacle au cabaret, assis main dans la main comme des adolescents, émerveillés par les plumes, les lumières, la musique. À la sortie, Pierre m'avait acheté une rose d'un vendeur de rue, et avait déclaré que j'étais plus belle que toutes les danseuses. Où était cette Marguerite maintenant? La jeune femme aux yeux brillants et pleins de rêves, qui croyait que l'amour suffisait pour affronter n'importe quel défi? Je me suis retrouvée dans la station de métro, et sans vraiment planifier, j'ai acheté un billet et suis montée dans le premier train qui arrivait. Je me suis retrouvée en route vers Saint-Germain-des-Prés, le quartier des intellectuels, des cafés historiques, des débats philosophiques. Un monde éloigné de la vie que je menais. Dans le train à moitié vide, j'ai observé mon reflet dans la vitre, superposé aux lumières de la ville qui défilaient rapidement. Mes cheveux, plus blancs que châtains maintenant, étaient encore parfaitement arrangés en un chignon simple. Mon visage, marqué par des rides autour des yeux et de la bouche, semblait fatigué, mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une détermination, peut-être. Une étincelle de rébellion dans les yeux que je n'avais pas vus depuis des années? J'ai toujours aimé cette partie de la ville, avec ses librairies anciennes et les tables de café sur les trottoirs.
Quand j'étais jeune, avant de me marier, je rêvais de vivre ici, peut-être d'écrire, peut-être de peindre. Mais la vie a ses propres plans pour nous. Je me suis mariée, j'ai eu Thomas, et ses rêves ont été délicatement emballés et rangés dans un coin de mon esprit, comme des bibelots trop précieux pour être utilisés au quotidien. Je suis sortie de la station Saint-Germain-des-Prés et j'ai respiré profondément. L'air ici semblait différent, chargé de l'arôme du café, des livres anciens et des possibilités. Je suis passée devant le célèbre café de Flore, encore animé malgré l'heure tardive. À travers la fenêtre, j'ai vu des intellectuels en débats animés, de jeunes écrivains penchés sur des cahiers, des touristes essayant d'absorber l'atmosphère bohème. Sur la place Saint-Germain-des-Prés, l'église médiévale du même nom se dressait majestueusement, ses pierres anciennes témoins silencieux de siècles d'histoire parisienne. Je me suis assise sur un banc proche, observant les jeunes qui passaient, riant, vivant le présent avec une intensité que seule la jeunesse permet. Paris la nuit a une magie propre, les lumières, les sons, même l'air semble différent, chargé de possibilités. Un groupe d'étudiants est passé, portant des livres et discutant avec animation d'une récente conférence. Une jeune femme aux cheveux bleus gesticulait passionnément en expliquant son interprétation d'un texte de Sartre. Ses amis écoutaient attentivement, interrompant occasionnellement pour ajouter leur propre point de vue. Je me suis souvenu de mes jours à l'université, quand le monde semblait ouvert et plein de possibilités. Avant d'épouser Pierre, j'avais étudié la littérature française à l'université de Bordeaux. Mes professeurs disaient que j'avais un talent pour l'analyse littéraire, que mes essais sur Balzac et Flaubert montraient une compréhension profonde des textes. Je rêvais peut-être de devenir enseignante, ou peut-être écrivain. Mais ensuite, j'ai rencontré Pierre lors d'une fête d'amis communs, et après une relation intense de 6 mois, nous étions déjà mariés. 3 ans plus tard, Thomas est né. Je ne l'ai jamais regretté. Aimer Pierre et élever Thomas ont été les plus grandes joies de ma vie. Mais parfois, dans les moments calmes, je me demandais, et si? C'est là, seul pour la première fois depuis des décennies, que j'ai commencé à rire. Un petit rire au début, qui a grandi jusqu'à ce que je couvre ma bouche avec mes mains pour ne pas paraître folle. Je ris parce que la situation était absurde. Moi, Marguerite Fournier, qui avait élevé un fils, géré une maison, pris soin d'un mari jusqu'à son dernier souffle, j'avais peur d'être seule? J'avais peur de déplaire? J'avais peur de dire non? Un couple âgé qui passait m'a regardé avec curiosité. La femme a souri gentiment, comme si elle partageait une blague privée. L'homme a acquiescé poliment. J'ai réalisé qu'il pensait probablement que j'étais heureuse, peut-être en train de me remémorer un souvenir cher. Et d'une certaine façon, ils avaient raison. Je redécouvrais une Marguerite qui avait été oubliée depuis trop longtemps. J'ai pris mon téléphone. Il y avait 3 appels manqués de Thomas. Aucun message, juste des appels. J'ai éteint l'appareil et l'ai rangé dans mon sac. J'avais besoin de ce moment pour moi. Aucune explication, aucune excuse, aucune promesse de changement. Le café de Flore était encore ouvert, ses lumières dorées accueillantes. Je suis entrée et j'ai commandé un café au lait. Le serveur, un homme d'âge moyen avec une moustache parfaite, m'a servi avec une dignité que je n'avais pas connue depuis longtemps. « Madame » a-t-il dit en posant la tasse devant moi, avec une petite révérence. Un geste simple, mais qui a rempli mes yeux de larmes. « Tout va bien, madame » a-t-il demandé, remarquant mon émotion. « Oui » ai-je répondu, essuyant discrètement une larme. J'ai juste redécouvert quelque chose d'important ce soir. Il a acquiescé, avec cette compréhension typiquement parisienne qui n'a pas besoin d'explication. Les meilleures découvertes se produisent souvent ainsi, n'est-ce pas? Soudainement, comme un éclair. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé. « François, madame. » Il a souri, révélant de petites rides autour des yeux. « Merci, François. C'est le meilleur café que j'ai goûté depuis des années. » Il a souri à nouveau, un sourire qui disait qu'il comprenait que je ne parlais pas seulement du café. Je suis resté au café jusqu'à la fermeture, sirotant mon café, observant les derniers clients de la nuit. Des écrivains avec leurs carnets,
des couples main dans la main, des touristes essayant d'absorber chaque moment de la ville. J'ai réalisé qu'au fil des ans, j'avais oublié de vraiment vivre. Entre prendre soin de Thomas, de la maison, plaire à Isabelle, j'avais perdu Marguerite en chemin. À la table voisine, un jeune couple conversait avec animation. La femme gesticulait en parlant d'une exposition qu'elle avait visitée cet après-midi au Centre Pompidou. Son enthousiasme était contagieux. L'homme la regardait avec admiration, pas seulement pour sa beauté, mais pour ses idées, ses pensées. Je me suis souvenu de la façon dont Pierre avait l'habitude de me regarder ainsi, dans les premières années de notre mariage, quand je parlais des livres que je lisais ou des cours que je donnais dans une petite école à Bordeaux. Quand ai-je cessé d'être une femme avec des pensées et des opinions pour devenir simplement une fonction? Quand ai-je commencé à me définir uniquement par ce que je faisais pour les autres, et non par ce que j'étais en moi-même? Mais où aller? Je ne pouvais pas simplement retourner à Bordeaux, j'avais vendu ma maison quand j'avais déménagé à Paris. J'avais quelques économies, c'est vrai, mais j'avais besoin d'un plan. Comme pour répondre à ma question silencieuse, j'ai remarqué une petite annonce sur le tableau d'affichage du café, recherche assistant pour librairie à Saint-Germain. Connaissance de la littérature classique nécessaire. Petit appartement inclus. J'ai toujours été une lectrice avide. Même dans les journées les plus chargées à la maison, je réservais une heure, généralement tard dans la nuit, pour me plonger dans un bon livre. La littérature classique était ma passion. Balzac, Zola, Flaubert, Hugo. J'ai noté l'adresse et le numéro de téléphone. François s'est approché avec l'addition. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » a-t-il demandé, remarquant le papier dans ma main. Peut-être ai-je répondu. « Connaissez-vous cette librairie » Il a regardé l'annonce. « Ah, les pages jaunies. » « Oui, c'est une excellente librairie. La propriétaire, Madame Mercier, est une dame très cultivée. Son mari est décédé il y a quelques années, et elle a maintenu l'entreprise familiale avec beaucoup de dévouement. Elle cherche de l'aide depuis quelques semaines. L'assistante précédente a pris sa retraite après près de 30 ans de service. Ça semble prometteur, ai-je commenté. Madame a de l'expérience avec les livres ? J'ai étudié la littérature à l'université, il y a longtemps. Et je n'ai jamais arrêté de lire. Il a souri. Alors c'est peut-être un bon nouveau départ. Le mot « nouveau départ » a résonné dans mon esprit pour le reste de la soirée. J'ai cherché un petit hôtel à proximité et réservé une chambre pour la nuit. Demain serait un autre jour. Demain commencerait une nouvelle vie. Dans la chambre simple mais propre de l'hôtel, je me suis allongé sur le lit et j'ai regardé le plafond. Mes pensées sont naturellement revenues vers Thomas. Comment réagissait-il ? Avait-il remarqué mon absence immédiatement, ou seulement quand tous les invités étaient partis et qu'il avait besoin de quelque chose ? Et Isabelle était-elle inquiète ou simplement irritée par l'inconvénient ? J'ai imaginé la scène, les Dubois faisant leurs adieux, Thomas et Isabelle fermant la porte, retournant dans le salon pour trouver la vaisselle encore sale dans l'évier. Thomas m'appelant, vérifiant la petite chambre qui me servait de refuge. La confusion initiale, peut-être même l'inquiétude. Et puis, inévitablement, l'irritation d'Isabelle à l'idée de devoir s'occuper de la vaisselle sale. Une partie de moi voulait appeler, expliquer, assurer que j'allais bien. Une autre partie, celle qui grandissait à chaque instant, savait que je devais maintenir ce silence. Ce vide que mon absence avait créé devait être ressenti, devait résonner dans les murs de cet appartement. Avec cette résolution, je me suis endormi, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé des tâches du lendemain. Je me suis réveillé avec les premiers rayons de soleil filtrés par les rideaux fins de l'hôtel. Pendant un moment, j'étais désorienté, ne reconnaissant pas où j'étais. Puis, les souvenirs de la veille sont revenus comme une vague: le dîner, la vaisselle, ma sortie silencieuse, le café, l'annonce. La chambre d'hôtel semblait plus lumineuse à la lumière du jour. Petite, certainement, avec un papier peint fleuri légèrement décoloré et un lit simple avec un matelas trop ferme, mais propre et accueillante à sa façon. Différente de la chambre que j'occupais dans l'appartement de Thomas et Isabelle, un espace plus grand,
c'est vrai, mais décorée selon le goût sophistiqué d'Isabelle, sans aucune trace de ma personnalité. Ici, même dans cette chambre temporaire, je me sentais plus chez moi que je ne l'avais été depuis des années. C'était comme si l'air était plus facile à respirer, comme si l'espace, bien que plus petit, était plus vaste, plus le mien. Je me suis levée avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une douche rapide, me suis habillée soigneusement et suis descendue pour le petit déjeuner. L'hôtel offrait un petit buffet croissants frais, café, fruits. J'ai mangé avec plaisir, savourant chaque bouchée sans la hâte habituelle de servir les autres d'abord. À la table voisine, une famille américaine essayait de déchiffrer un guide de Paris. La mère pointait vers une carte, tandis que les enfants, 2 garçons d'environ 10 et 12 ans, dévoraient des croissants avec enthousiasme. Le père consultait son téléphone, vérifiant probablement les horaires des musées. J'ai ressenti une pointe de nostalgie, me souvenant de l'époque où Thomas était petit et où nous faisions des voyages de week-end à la côte. Pierre conduisait, je naviguais avec la carte sur les genoux, Thomas sur la banquette arrière, chantant des chansons enfantines ou s'endormant au son du moteur. J'ai souri à la famille. La mère m'a rendu mon sourire, reconnaissant peut-être en moi une alliée en terre étrangère. « Bonjour » a-t-elle dit, avec un fort accent américain. « Bonjour » ai-je répondu. « Profitez de Paris. C'est une ville magique pour les enfants. » Elle a semblé surprise et soulagée que je parle anglais. « C'est notre première fois ici. Pouvez-vous nous recommander un endroit qui ne figure pas dans les guides touristiques ? Quelque chose que les enfants aimeraient ? » J'ai réfléchi un moment. Le jardin du Luxembourg a de petits bateaux que les enfants peuvent louer pour naviguer sur le lac central. C'est quelque chose que les Parisiens font le week-end, mais que beaucoup de touristes ne connaissent pas. Les yeux des garçons se sont illuminés en entendant le mot bateau. Le père a noté la suggestion, me remerciant avec effusion. Cette petite interaction, être utile, partager des connaissances, être vu comme une personne ayant quelque chose de précieux à offrir, m'a laissé avec un sentiment de contentement que j'allais porter pour le reste de la journée. J'ai allumé mon téléphone. 12 appels manqués de Thomas. 3 messages vocaux. Quelques SMS, tous des variations de « Où es-tu » et « Pourquoi es-tu parti ainsi ?» Aucun ne demandait si j'allais bien. Aucune excuse. À nouveau, j'ai éteint le téléphone sans répondre. La réceptionniste de l'hôtel, une jeune femme aux cheveux bouclés attachés en queue de cheval haute, a souri quand elle m'a vu dans le hall. « Vous avez bien dormi, madame ? » ?»« Très bien, merci. » »« Auriez-vous un plan du quartier ? » ?»« Je cherche cette adresse. » Je lui ai montré le papier avec l'annonce de la librairie. « Ah, les pages jaunies. Je connais bien. C'est une librairie merveilleuse, surtout si vous aimez la littérature classique. C'est à seulement 10 minutes d'ici, rue Bonaparte. » Elle a marqué l'emplacement sur un petit plan de la ville et me l'a remis. « Souhaitez-vous prolonger votre séjour d'une nuit supplémentaire ? » J'ai hésité. Voyons comment se déroule la journée. Puis-je décider plus tard ? Bien sûr, madame. Votre chambre est réservée de toute façon. Prévenez-nous simplement avant 18 h. Je suis sortie dans la matinée parisienne, me sentant légère et curieusement pleine d'espoir. Le ciel était d'un bleu parfait, avec de petits nuages blancs glissant paresseusement. La température était douce, idéale pour une promenade. J'ai suivi le chemin indiqué sur le plan, passant par des rues latérales charmantes, plutôt que par les grandes avenues pleines de touristes. Paris révèle ses secrets les plus précieux dans ses passages moins connus: une petite boulangerie avec le meilleur pain au chocolat de la ville, un magasin d'antiquités dont le propriétaire connaît l'histoire de chaque objet, un atelier d'artiste avec la porte toujours ouverte aux visiteurs curieux. À 10 heures précises, j'étais debout devant une petite librairie appelée « Les Pages Jaunies ». La façade était ancienne, avec ce charme parisien qui semble venir d'un autre siècle. La vitrine présentait une sélection de classiques français et internationaux, organisés avec goût et soin. Une édition particulièrement belle de « Madame Bovary » a attiré mon attention. La couverture était d'un bleu profond, avec des détails dorés.
Je me suis souvenu de ma première lecture du roman, à 18 ans, et de la façon dont l'histoire d'Emma Bovary, ses aspirations, ses désillusions, sa quête désespérée de quelque chose au-delà de la monotonie de son existence m'avait profondément touché. Je ne savais pas, à l'époque, à quel point je comprendrais mieux son insatisfaction des décennies plus tard. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. Une clochette a tinté doucement, annonçant mon arrivée. L'intérieur de la boutique était exactement comme je l'imaginais, des étagères du sol au plafond, des échelles roulantes pour atteindre les livres les plus hauts, l'odeur inconfondable du papier et de la reliure ancienne. La lumière entrait par de grandes fenêtres à l'avant du magasin, créant des bandes dorées qui traversaient l'espace, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de petits diamants. Le bruit de la circulation de la rue semblait lointain ici, comme si l'endroit existait dans sa propre bulle temporelle, séparé du monde moderne dehors. « Bonjour !» Une voix m'a accueilli de derrière une pile de livres. Une femme d'environ mon âge est apparue, portant des lunettes élégantes et un foulard coloré noué autour du cou. « Je peux vous aider ? » ?»« Bonjour, madame. J'ai vu votre annonce au café de Flore. À propos du poste d'assistante dans la librairie. » Elle m'a regardé avec un intérêt renouvelé. « Ah oui. Je suis Hélène Mercier, propriétaire de cette petite boutique. Et vous êtes ? » Marguerite Fournier. Je suis originaire de Bordeaux, mais je vis à Paris depuis quelques années. J'ai toujours été passionnée par la littérature, surtout les classiques. Hélène a souri, ses rides d'expression se creusant autour des yeux. Bordeaux. Mon mari était de là-bas. Il disait toujours que les Bordelais ont une relation spéciale avec la littérature, peut-être à cause de la tradition de raconter des histoires pendant les vendanges. Ce commentaire inattendu sur ma ville natale, cette petite connexion, m'a immédiatement mise plus à l'aise. C'est vrai. Mon père avait l'habitude de réunir toute la famille pendant les vendanges, et pendant que nous travaillions, il racontait des histoires, certaines folkloriques, d'autres de sa propre invention. Ce furent mes premières leçons de narration. Hélène m'a conduite vers un petit espace à l'arrière de la boutique, où il y avait une table en bois foncé entourée de 2 fauteuils confortables. Une bouilloire électrique reposait sur un buffet, avec 2 boîtes de thé et un petit panier de biscuits. Parlons mieux ici, avec une tasse de thé. J'ai des clients qui viendront chercher des commandes bientôt, mais nous pouvons discuter entre les services. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Hélène était veuve, comme moi. La librairie appartenait à sa famille depuis 3 générations. Elle habitait dans l'appartement au-dessus de la boutique et le petit appartement offert se trouvait à l'arrière, avec une entrée séparée autrefois utilisée par l'assistant de son père. Je lui ai parlé de ma formation en littérature, des années passées à enseigner à Bordeaux avant la naissance de Thomas, de ma passion pour les classiques français. « Et qu'est-ce qui vous amène à ma petite librairie, Marguerite ? Si je peux me permettre de demander. Pourquoi êtes-vous intéressée par ce travail, Marguerite ? Si je peux me permettre cette curiosité. Ce n'est pas un travail pour qui cherche la richesse. » Elle a souri. J'ai hésité. Disons que je cherche un nouveau chapitre dans ma vie. Elle a acquiescé, comprenant plus que mes paroles ne révélaient. Eh bien, pour commencer, j'aimerais que vous organisiez cette section de poésie romantique. Je dois voir comment vous travaillez avec les livres. Ensuite, nous pourrons prendre un thé et discuter davantage. J'ai passé les 2 heures suivantes à organiser soigneusement des œuvres de Lamartine, Hugo, Musset et d'autres. Chaque livre qui passait entre mes mains était comme retrouver un vieil ami. Je me souvenais de vers, d'histoires, de personnages qui m'avaient accompagné tout au long de ma vie. Certains volumes étaient en parfait état, clairement acquis récemment ou bien préservés par leurs anciens propriétaires. D'autres montraient des signes d'une vie bien vécue, pages cornées, petites taches de café, annotations occasionnelles dans les marges. Ces derniers étaient mes préférés. Chaque annotation était une fenêtre sur l'esprit d'un autre lecteur, une conversation silencieuse à travers le temps. Pendant que j'organisais les livres, quelques clients sont entrés.
J'ai discrètement observé comment Hélène les servait avec connaissance, passion et une capacité impressionnante à recommander exactement le bon livre pour chaque personne. Elle connaissait son stock intimement, et plus encore, elle semblait deviner ce que chaque lecteur cherchait vraiment, même quand ils ne savaient pas l'exprimer eux-mêmes. Pour une jeune étudiante à la recherche d'une lecture pour son cours de philosophie, Hélène n'a pas simplement indiqué Sartre ou Camus, mais a discuté avec elle de ses intérêts personnels, découvrant qu'elle avait une fascination pour les questions d'éthique. Elle a alors recommandé La peste de Camus, expliquant comment le roman abordait les dilemmes moraux en temps de crise. Les yeux de la jeune fille ont brillé d'un intérêt sincère. Pour un monsieur âgé qui cherchait quelque chose à lire pendant ses vacances en Normandie, elle a suggéré Un cœur simple de Flaubert, un conte situé précisément dans cette région, qui capturait l'âme du paysage et de son peuple. Ce talent pour connecter les gens et les livres me fascinait. Ce n'était pas seulement une connaissance littéraire, mais une forme d'empathie, de compréhension humaine. À la fin de l'après-midi, Hélène a annoncé que le travail était à moi, si je le voulais. Le salaire était modeste, mais incluait le petit appartement et des repas partagés avec elle. J'ai accepté immédiatement. Mais vous n'avez pas de valise, ni d'affaires, a-t-elle remarqué. J'ai l'essentiel avec moi. Le reste n'a plus d'importance. Elle n'a pas posé plus de questions. Une autre qualité que j'ai appréciée chez elle, elle savait respecter le silence des autres. Il y a des histoires qui doivent être racontées, a-t-elle simplement dit. Et d'autres qui doivent être gardées jusqu'à ce que nous soyons prêts à les partager. Votre chambre sera prête quand vous le souhaiterez. Le petit appartement était simple, mais accueillant. Une pièce combinant salon et chambre, une petite salle de bain, une mini-cuisine. La fenêtre donnait sur une cour intérieure, où un vieux marronnier offrait de l'ombre les jours chauds. Il y avait déjà une étagère pleine de livres. Hélène a expliqué que c'étaient des doublons de la librairie, que je pouvais lire quand je voulais. Sur le mur, un petit tableau d'un paysage rural, 12 collines couvertes de vignobles, sous un ciel bleu intense. Cela pourrait être Bordeaux. Peut-être qu'Hélène l'avait placé là spécialement pour moi, après notre conversation sur mes origines. Le reste du mobilier était simple, mais de qualité. Un lit avec un matelas ferme, un petit canapé 2 places, une table ronde avec 2 chaises près de la fenêtre. Tout était propre, fonctionnel, accueillant. Je me suis assise sur le lit, regardant autour de ce qui serait mon nouveau foyer. Si différent de l'élégant appartement de Thomas et Isabelle, mais d'une certaine façon, beaucoup plus accueillant. Ici, je pourrais être moi-même. Ce soir-là, j'ai dîné avec Hélène dans son appartement au-dessus de la boutique. Elle cuisinait bien, rien de prétentieux, juste de la cuisine française traditionnelle, préparée avec des ingrédients frais et beaucoup d'amour. Nous avons parlé de livres, bien sûr, mais aussi de Paris, de Bordeaux, de la France en transformation. Nous avons discuté de politique, d'art, de cinéma. Une conversation entre égales, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Le lendemain, j'ai fait un rapide voyage à l'appartement de Thomas, sachant qu'il serait au travail et Isabelle à son cours de yoga. J'ai utilisé ma clé que je rendrais bientôt et je suis entrée silencieusement. L'appartement était impeccablement rangé, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à trouver la vaisselle encore dans l'évier, une pile de linge sale, des signes de chaos domestique après mon départ abrupt. Mais non, tout était à sa place. Quelqu'un, Thomas? Isabelle? Avait pris en charge les tâches ménagères que j'avais laissées derrière moi. Sur la table de la cuisine, une petite pile de courriers adressés à moi. Sur le réfrigérateur, un mot avec l'écriture de Thomas: Maman, s'il te plaît, appelle-moi quand tu reviendras. Nous devons parler. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Thomas semblait vraiment inquiet. Mais alors je me suis souvenu de cette soirée, du regard d'Isabelle, du silence de mon fils. La culpabilité s'est dissipée, remplacée par une résolution tranquille. J'ai pris seulement l'essentiel, quelques vêtements, mes livres préférés, des photographies de mes parents, quelques objets personnels ayant une valeur sentimentale. J'ai laissé toute l'argenterie, la porcelaine, les meubles que j'avais apportés de Bordeaux. Des objets matériels qui semblaient autrefois si importants me paraissaient maintenant comme des chaînes qui me liaient à une vie de servitude. En passant par la chambre de Thomas et Isabelle, j'ai remarqué un changement subtil.
Les affaires d'Isabelle, ses crèmes coûteuses sur la coiffeuse, ses livres d'art sur la table de chevet avaient diminué. Certains tiroirs de l'armoire étaient vides, comme si elle avait emporté une partie de ses choses. Dans la chambre d'amis, qui servait auparavant de bureau à Thomas, il y avait des signes d'occupation, un oreiller, un livre ouvert sur la table de chevet. Thomas dormait-il séparément d'Isabelle? Cette possibilité m'a fait réfléchir. Que s'était-il passé dans les jours depuis mon départ? Ce n'était pas ma responsabilité de le découvrir. Je devais me concentrer sur ma nouvelle vie, pas sur la réparation de la leur. J'ai laissé un mot simple sur la table de la cuisine. Thomas, je vais bien. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie. Quand tu seras prêt à me voir comme ta mère, et non comme ta femme de ménage, tu sauras où me trouver. Avec amour, maman. Avec le mot, j'ai laissé la clé de l'appartement. En sortant, j'ai jeté un dernier regard à cet endroit qui n'avait jamais été véritablement mon foyer. Je n'ai pas ressenti de tristesse, seulement un étrange soulagement, comme quelqu'un qui termine un chapitre difficile d'un livre, sachant que les pages suivantes promettent quelque chose de meilleur. 3 mois se sont écoulés. Le printemps parisien a cédé la place à l'été, et j'ai fleuri avec les arbres des jardins du Luxembourg. Ma routine à la librairie était gratifiante. J'ai rapidement appris le système d'Hélène, et bientôt j'aidais les clients à trouver le livre parfait, j'organisais de petits événements littéraires, je contribuais même à une chronique mensuelle pour le bulletin d'information de la boutique. J'ai découvert que j'avais un talent particulier pour recommander des livres, quelque chose à propos de comprendre ce que les gens cherchent vraiment, au-delà de ce qu'ils disent. J'ai commencé à coordonner un petit club de lecture qui se réunissait mensuellement à la librairie. Au début, seuls 3 ou 4 habitués de la boutique venaient, mais bientôt le groupe s'est élargi à 15 personnes, professeurs retraités, étudiants universitaires, mères au foyer intellectuel, même un chef d'un restaurant voisin qui fermait son établissement plutôt une fois par mois pour participer à nos discussions. Chaque séance était consacrée à un livre différent, choisi par vote lors de la rencontre précédente. Nous préparions du thé et des biscuits, et les discussions s'étendaient souvent pendant des heures, parfois animées, toujours stimulantes. Voir les gens se connecter à travers la littérature, partager des interprétations et des expériences personnelles liées aux histoires, m'apportait une satisfaction profonde. Hélène et moi sommes devenus amis. Nous dînions ensemble presque tous les soirs, parlant de livres, de films, de politique, de la vie. Elle m'a présenté à son cercle d'amis professeurs retraités, artistes, autres propriétaires de petites entreprises dans le quartier. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais mes propres amis, pas seulement les épouses des amis de mon mari ou les collègues de Thomas. Parmi ces nouveaux amis se trouvait Bernard, un professeur d'histoire de l'art retraité de la Sorbonne, qui a commencé à fréquenter notre club de lecture. Un veuf gentil et érudit, aux yeux brillants et au rire contagieux, il est rapidement devenu une présence constante dans la librairie, arrivant plus tôt ou restant après la fermeture pour discuter avec moi pendant que je rangeais les livres. Ce n'était pas une romance, du moins pas encore. C'était quelque chose de plus précieux à ce stade de la vie, la compagnie intellectuelle, la compréhension mutuelle, le respect. Bernard ne présumait jamais en savoir plus que moi sur la littérature, malgré sa formation académique impressionnante. Au contraire, il écoutait mes opinions avec un intérêt sincère et disait souvent que je lui faisais voir des textes familiers sous un nouveau jour. J'ai recommencé à peindre quelque chose que j'avais abandonné après mon mariage. Rien de grandiose, juste de petites aquarelles des rues de Saint-Germain, de la Seine, des jardins. Hélène a insisté pour en accrocher quelques-unes dans la librairie, et à ma surprise, un client a voulu en acheter une. « Vous avez un regard unique », m'a dit le client, un Américain qui collectionnait l'art contemporain. « Il y a quelque chose dans vos angles, dans la façon dont vous capturez la lumière, c'est comme voir Paris à travers les yeux de quelqu'un qui l'aime vraiment. » J'ai rougi sous le compliment, mais j'étais aussi secrètement fier. En quelques mois, j'ai vendu 5 autres aquarelles. Bernard a suggéré que j'organise une petite exposition dans la librairie, et Hélène a accepté avec enthousiasme. Nous avons fixé la date pour la fin de l'été. Pendant ce temps, mon téléphone sonnait occasionnellement avec des appels de Thomas. Au début, ses messages étaient exigeants, puis confus, et finalement blessés. J'ai répondu juste assez pour lui assurer que j'allais bien, mais j'ai maintenu ma distance émotionnelle. Quelquefois,
Il a demandé s'il pouvait me rendre visite. Je disais toujours que je n'étais pas encore prête. Quand allez-vous lui parler ? M'a demandé Hélène un soir, alors que nous dînions dans son appartement. J'avais ignoré un autre appel de Thomas. Quand je serai sûre de pouvoir lui faire face sans redevenir celle que j'étais, ai-je répondu. Elle a acquiescé, compréhensive. Il est important d'établir des limites. Mais rappelez-vous, Marguerite, reconstruire ne signifie pas nécessairement démolir tout ce qui existait avant. Certains murs anciens peuvent être incorporés dans la nouvelle structure. Ces paroles m'ont accompagné pendant des jours. Peut-être était-il temps d'affronter Thomas, de reconfigurer notre relation selon de nouveaux termes. Pas comme une femme de ménage, pas comme une présence invisible, mais comme sa mère, une femme avec sa propre identité, sa dignité et des limites claires. Jusqu'à ce que, par un dimanche après-midi particulièrement chaud, la clochette de la porte de la librairie tinte alors que j'étais seule, en train d'organiser un nouvel arrivage de livres. J'ai levé les yeux et il était là, mon fils, paraissant plus vieux que ses 35 ans, avec des cernes profondes et un regard incertain. « Maman » a-t-il simplement dit. « Thomas. » J'ai posé le livre que je tenais sur l'étagère et je me suis approchée. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous sommes juste restés l'un en face de l'autre, avec le poids de mois de silence entre nous. « Tu as l'air bien » a-t-il finalement dit. Différente, mais bien. « Je vais bien » ai-je confirmé. Très bien, en fait. Je lui ai offert un café dans le petit espace de lecture à l'arrière de la boutique. Il a accepté, et pendant quelques minutes, nous sommes restés en silence, sirotant nos tasses. Thomas regardait autour de lui, observant les étagères de livres soigneusement rangées, les aquarelles au mur 3 des miennes parmi elles, l'espace accueillant qui était devenu mon monde. Il semblait essayer de comprendre cette nouvelle version de sa mère à travers l'environnement qu'elle avait choisi. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je finalement demandé. « Ce n'était pas facile » a-t-il admis. D'abord, j'ai vérifié les hôtels près de notre appartement, pensant que tu étais peut-être allé quelque part de familier. Puis j'ai cherché à Bordeaux, imaginant que tu aurais pu y retourner. Finalement, j'ai commencé à chercher systématiquement dans Paris, quartier par quartier. Un serveur au café de Flore s'est souvenu de toi et a mentionné que tu avais montré de l'intérêt pour une annonce d'emploi dans une librairie. François, ai-je murmuré, me rappelant le gentil serveur de cette première nuit. Oui, je crois que c'était son nom. Il n'était pas sûr que tu aies réellement cherché le travail, mais il a dit que la librairie était dans cette rue. Le reste était facile. Il n'y a que 3 librairies ici. Pourquoi es-tu parti comme ça, a-t-il finalement demandé, sa voix un mélange d'accusation et de douleur. J'ai respiré profondément. Parce que je ne supportais plus d'être invisible, Thomas. Parce que je n'étais plus ta mère, j'étais une commodité, une aide sans salaire, quelqu'un qui pouvait être envoyé faire la vaisselle pendant que tous les autres profitaient du dessert. Mais tu as toujours pris soin de la maison. Depuis que papa est mort, tu as toujours... Oui, j'ai toujours pris soin de la maison. Notre maison. Pas comme une femme de ménage, mais comme une mère qui prend soin de son foyer, de sa famille. Mais l'appartement à Paris n'a jamais été mon foyer. C'était l'appartement de toi et Isabelle, où j'existais en marge, présente seulement quand nécessaire, absente quand incommode. Il a baissé la tête. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Non, tu ne t'en es pas rendu compte. Ni Isabelle. Personne n'a remarqué quand je suis sorti par la porte de derrière ce soir-là, laissant la vaisselle sale dans l'évier. Combien de temps vous a-t-il fallu pour remarquer que j'étais parti, Thomas ? Il a rougi. Presque 1 heure. Nous pensions que tu étais dans ta chambre. Exactement. Quand j'ai finalement réalisé que tu étais vraiment parti, j'ai paniqué, a-t-il continué. J'ai appelé la police, mais ils ont dit que les adultes ont le droit d'aller et venir comme ils le souhaitent. Ils ont suggéré d'attendre au moins 48 heures avant d'enregistrer une disparition officielle. Et Isabelle ? Comment a-t-elle réagi ? Je n'ai pas pu éviter la question. Thomas a hésité. Elle n'était pas si inquiète au début. Elle a dit que tu essayais probablement de nous donner une leçon, que tu reviendrais quand tu en aurais assez. Ça m'a mis en colère. Nous avons eu notre première grande dispute ce soir-là. Silence à nouveau.
Thomas a regardé autour de la librairie, les étagères soigneusement organisées, mes aquarelles au mur, la petite plante que je gardais sur la table de lecture. « Tu aimes vraiment cet endroit ?» a-t-il dit, pas une question, mais une constatation. « Oui. J'ai trouvé une vie qui est la mienne. » Et nous, moi, où nous situons-nous dans cette nouvelle vie? La question que j'attendais depuis des mois. La question pour laquelle j'avais préparé plusieurs réponses, selon comment cette conversation se déroulerait. Mais en voyant mon fils là, si vulnérable et confus, j'ai choisi la vérité la plus simple. Tu seras toujours mon fils, Thomas. Rien ne changera cela. Mais la nature de notre relation doit changer. Je ne suis plus la femme qui élève son fils, nettoie sa maison, et accepte des miettes d'attention. Je suis Marguerite Fournier, ta mère, qui mérite respect, considération et amour véritable. Il a lentement acquiescé. Isabelle et moi nous sommes séparés, a-t-il dit soudainement. J'ai été surprise, mais j'ai attendu qu'il continue. Après ton départ, l'appartement semblait si vide. Pas seulement physiquement, mais il y avait un vide que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai commencé à remarquer des choses, comment Isabelle me parlait, comment elle traitait les gens autour de nous. J'ai commencé à réaliser combien notre style de vie dépendait de toi, et pas seulement pour les tâches ménagères. Il a fait une pause, prenant une gorgée de café. Nous avons eu une terrible dispute quand j'ai mentionné que je te cherchais. Elle a dit des choses, sur toi, sur moi. Des choses que je ne peux pas répéter. C'était comme si, soudainement, je voyais une personne complètement différente. Ou peut-être que, pour la première fois, je la voyais vraiment comme elle est. Je suis désolé, Thomas. Ne le sois pas. C'était révélateur. Je vis seul maintenant. J'essaie de cuisiner. Il a fait un petit sourire. Je ne suis pas encore très bon. Tu apprendras. Je peux t'aider, si tu veux. Ses yeux se sont illuminés. Tu ferais ça? Bien sûr. Mais pas comme ta gouvernante. Comme ta mère, enseignant à son fils une compétence importante pour la vie. Il a tendu la main et a touché la mienne sur la table. J'aimerais ça. Nous pouvons commencer par quelque chose de simple, ai-je suggéré. Peut-être une ratatouille? C'est un plat polyvalent, sain, et les techniques de base pour couper correctement les légumes, contrôler la chaleur et assaisonner adéquatement sont utiles pour beaucoup d'autres recettes. Ratatouille, comme tu en faisais les dimanches d'été à Bordeaux, s'est-il souvenu, avec un sourire nostalgique. J'avais l'habitude d'aider, en coupant les tomates. Je faisais toujours un désordre. Et je disais toujours que c'était les meilleures tomates coupées par un garçon de 10 ans dans toute la France, ai-je complété, ressentant une vague d'affection pour ce souvenir partagé. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté son travail, ses projets de vendre l'appartement et d'en trouver un plus modeste. Je lui ai parlé de ma nouvelle vie, de mes amis, de mes peintures. Nous avons promis un dîner la semaine suivante chez moi, avec Hélène aussi. Tu t'es vraiment transformée, maman, a-t-il dit, regardant mes aquarelles. J'ai toujours su que tu peignais quand tu étais jeune, mais je n'ai jamais imaginé, elles sont magnifiques. Je n'ai jamais cessé d'être cette femme, Thomas. Je l'ai juste cachée pendant trop longtemps. Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Quand il s'est levé pour partir, il semblait plus léger, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Merci, maman, de m'avoir enseigné cette leçon. Une leçon difficile, mais nécessaire. Parfois, les leçons les plus importantes sont les plus difficiles à apprendre. À la porte, il s'est retourné. Penses-tu qu'un jour tu me pardonneras complètement? J'ai souri. Je t'ai déjà pardonné, Thomas. Mais je n'oublierai plus jamais ma propre valeur. Après son départ, je suis resté debout à la porte de la librairie, observant les gens qui se promenaient dans la rue, les cafés pleins, la vie parisienne pulsant autour de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement en paix. Hélène est revenue de sa promenade dominicale peu après. « C'était votre fils ?» a-t-elle demandé, ayant vu Thomas partir. « Oui. » Nous avons enfin une autre conversation. Et, je crois que nous commençons une nouvelle relation. Une plus saine, plus équilibrée. Elle a souri, serrant doucement mon épaule. Je suis heureuse.
Reconstruire est presque toujours mieux que démolir. Ce soir-là, seul dans mon petit appartement, j'ai pensé à combien ma vie avait changé en seulement 3 mois. De belle-mère invisible à libraire, de femme de ménage non rémunérée à artiste amateur avec des œuvres vendues. De femme sans voix à femme avec des opinions respectées et valorisées. Et Thomas de fils indifférent à un homme affrontant ses propres défauts et essayant de grandir à travers eux. Nous ne savions pas encore comment serait notre relation à partir de maintenant, mais pour la première fois depuis des années, je sentais qu'il y avait une possibilité de quelque chose de sincère, quelque chose basé sur le respect mutuel. La clochette de la porte a sonné plus tôt que d'habitude le lendemain matin. Bernard, le professeur retraité, se tenait à l'entrée de la librairie, tenant 2 cafés à emporter et un sac de croissants frais. « J'espère ne pas être trop en avance », a-t-il dit, avec un sourire timide. J'ai pensé que nous pourrions peut-être prendre un café ensemble avant d'ouvrir la boutique. J'ai souri en retour, l'invitant à entrer. La vie continuait à me surprendre, à m'offrir de nouvelles possibilités. Assise dans mon petit appartement, avec un livre sur les genoux et un verre de vin à côté, j'ai réfléchi aux événements qui m'avaient amené jusqu'ici. Une phrase sarcastique, une tâche de vaisselle, un départ silencieux, comment des moments apparemment petits peuvent complètement changer le cours de nos vies. J'ai pris mon pinceau et j'ai commencé à travailler sur une nouvelle aquarelle, un portrait d'une femme plus âgée, debout à la porte d'une librairie, regardant la rue avec un sourire serein sur les lèvres et une lueur de détermination dans les yeux. Ce n'était pas vraiment un autoportrait, pas exactement. C'était le portrait de la femme que j'avais toujours été, à l'intérieur, finalement libre d'exister dans le monde extérieur. Parfois, il faut sortir par la porte de derrière pour enfin trouver la porte d'entrée de sa propre vie. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà vécu un moment où, comme Marguerite, vous avez dû choisir entre continuer à être invisible ou prendre votre courage à 2 mains pour retrouver votre valeur? Partagez votre ressenti dans les commentaires ci-dessous, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à retrouver sa dignité. Si cette histoire de redécouverte et de second souffle vous a ému, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des histoires qui parlent à notre génération, des récits qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. Cliquez sur « S'abonner » maintenant, ensemble, continuons à partager ces moments de vie qui nous rappellent notre force intérieure.